Bien le bonjour à tous, excellent réveil, bienvenue sur Canal, bienvenue dans la matinale, bienvenue en ce vendredi. On se retrouve en ce vendredi 3 mai ici sur Canal Algérie, dans le Bonjour d'Algérie. Et dans la matinale, ensemble avec plein d'invités qui vont parler de thématiques complètement différentes. Et d'ailleurs, au programme de ce vendredi et de ce début d'aventure, parce qu'on sera ensemble vendredi, samedi et dimanche, comme tous les week-ends, bah oui, de 9h à 10h30. D'abord avec Malika Idja, les présidents du Forum national des médias algériens, des journalistes de la radio chaîne 1, la radio nationale chaîne 1. Elle sera avec nous sur le plateau pour nous parler surtout de cette journée mondiale de la liberté de la presse. Elle est célébrée chaque année le 3 mai et c'est aujourd'hui ou jamais que l'on parlera de la liberté de la presse, la liberté de ton de la presse, quelles ont été les avancées enregistrées durant les dernières années, quelles ont été les avancées enregistrées également, et ça vaudrait le dire, durant les derniers mois depuis le 22 février. On en parle avec Malika Idja ce matin sur le plateau de la matinale. Fethi Benachnou, c'est le doc de la matinale, c'est l'équipe du vendredi. Et avec lui ce matin, retour sur, devinez quoi? Eh bien d'abord sur un invité qui l'accompagnera. Il s'agit de Mohamed Boukhors, président de la Fédération nationale des insuffisants rénaux. Et forcément, on va parler d'insuffisance rénale. On va parler du traitement, on va parler de l'accompagnement des malades, on va parler de remboursement également. Rappelez-vous, on avait entamé la thématique il y a quelques semaines. Ce sera peut-être l'occasion de parler des reins, mais parler aussi du don d'organes. Avec cette fameuse carte, on n'avait pas eu le temps d'en parler, mais c'est une fameuse carte qui est distribuée. Et si vous la portez sur vous en cas d'accident, c'est la vie en même temps. On ne peut pas prévoir quand est prévu le grand départ. Vous acceptez, enfin en signant cette fameuse petite carte, vous acceptez tout simplement de donner une partie de vous. Si parce que le destin et parce que Dieu a voulu vous rappeler à lui, il serait peut-être bon d'ouvrir le débat sur la question du don d'organes. On en parlera en tout cas avec Fethi Benachnou et Mohamed Boukhors. Abdelmajid Mardassi, alors lui il est historien et avec lui retour sur Serge Moureau, l'avocat de la cause algérienne, le sénateur belge qui est décédé le 27 avril dernier, celui qui a été le défenseur de l'Algérie. Il a fait partie de ces nombreux amis européens et hors européens qui ont soutenu la cause algérienne durant la guerre de libération nationale. Lui était avocat, il avait accompagné notamment le FLN et ça ce sera l'occasion d'en parler aujourd'hui, de lui rendre hommage d'ailleurs, Serge Moureau, défenseur des Algériens durant la guerre de libération nationale. Serge Moureau et son combat, on en parlera d'ailleurs avec Abdelmajid Mardassi ce matin sur le plateau de la matinale. Yasmine Amrich, ça vous dit quelque chose ou pas? Eh ben elle fait partie de cette société civile dont on parle chaque week-end avec Kenzan Char, à qui on souhaite de bonnes vacances et de bonnes escapades. Mais Yassine Amrich, elle sera là pour nous accompagner, elle aussi, pour nous parler de la Fondation Nesl Khed, de nous parler de la préparation du mois sacré de Ramadan. Rappelez-vous, l'action menée par ces fabuleux jeunes au féminin et au masculin, évidemment, dont Yasmine Amrich, qui organise ce fameux grand chapiteau qui accueille plus de 1000 repas d'ailleurs. Et ça, on va en parler avec elle. On va faire l'update de ce qui va se passer à Kétani sur le front de mer du côté de Bab el-Oued. Avec elle, on parlera de la Fondation Nesl Khed, on reviendra un peu sur les grandes actions, solidarité pendant ce mois sacré. Et puis on finit tout à l'heure avec Bachira Mokran, les valeurs féminines. Bachira Mokran qui est coach, qui est spécialiste de plusieurs types de questions sur lesquelles on revient chaque semaine, sur la maîtrise de soi, sur la maîtrise de son parcours, sur la réussite, sur l'échec, mais également il est même conseiller pour les couples. Comme quoi. C'est vrai qu'on en a très peu parlé, mais il y en a beaucoup qui en auraient besoin en Algérie, j'ai envie de vous dire. Alors, Bachir Mokran, en tout cas, avec lui, ce matin, les valeurs féminines. Ça veut dire quoi exactement? C'est à découvrir. On comprendra tout cela tout à l'heure ensemble. Allez, bienvenue à vous tous. Sans plus tarder, c'est qui, c'est quoi? C'est la météo. Et aujourd'hui, le ciel, il pleure. Étrangement. Il pleure, le ciel. C'est parti. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous.
Ce matin, c'est avec vous, Frédéric Chir. Frédéric, bonjour. Bonjour à vous, Mahrez, et bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent ce matin. Excellent réveil à vous tous. En effet, il pleut en Algérie. Le temps est brumeux, beaucoup de brouillard plutôt, vers l'ensemble des régions côtières. Météo Algérie prévoit un ciel chargé de nuages. En effet, la zone pluvieuse concernera aujourd'hui encore l'ensemble des régions du nord. Météo Algérie prévoit un temps donc couvert vers l'ouest, ainsi que vers les régions côtières et intérieures, notamment vers la wilaya de Tlemcen. L'amélioration est prévue en fin de journée vers l'ouest. Au centre, le temps restera nuageux au courant de la journée. Et puis, le temps va devenir aussi engendrant quelques faibles pluies à caractère orageux. À l'est, on attend un temps passagèrement nuageux avec quelques pluies par endroits en début de matinée, suivi de quelques éclaircies. Puis, le ciel deviendra à nouveau couvert en fin de journée avec quelques faibles pluies, parfois à caractère orageux en soirée. À signaler aussi des vents parfois assez forts sur la partie sud, surtout vers le sud-ouest, le Sahara central, le Nord-Sahara. C'est des vents généralement d'ouest à sud-ouest, accompagnés d'un temps variable au Nord-Sahara, au Sahara central, au Sahara oriental. Le soleil prendra beaucoup de place vers l'extrême sud, le sud-ouest. Vous l'avez compris, le temps sera souvent nuageux aujourd'hui au nord comme sur une bonne partie des régions du sud. Les températures, les voici en baisse. En effet, elles vont baisser sensiblement vers le nord, comme vous l'avez sans doute ressenti. On attend cet après-midi 17 degrés à Oran, Alger, Tizi Ouzou, 19 pour Tiaret, un minimum de 16 degrés à Tlemcen, 22 à Al-Bayad, 24 à Djulfa, Batna, Galma, 23 à Sétif, 20 à Nabas, Kikda. Sur la partie sud, ça ne bouge pas beaucoup, c'est toujours vers l'extrême sud qu'il fera le plus chaud, avec 44 degrés à Bouj-Bedi Mokhtar et Angzem, entre 38 et 39 au Sahara central, 28 pour Béchar, 32 à Tindouf, 30 à Biskra, 40 Hassim Saoud et enfin 36 pour Tamanrasset et Janet. Ce matin, place au Moyen-Orient. Aujourd'hui, le ciel sera voilé, le soleil l'emportera largement. Les températures, quant à elles, prévoyaient un maximum de 45 degrés à Khartoum, 30 à Sanaa, 38 à Jeddah, 25 à Amman, 25 à Amman et 26 à Damas, 31 au Caire, 34 à Bagdad, 32 à Kuwait City, 38 à Riyad, 31 pour Abu Dhabi et enfin 34 à Masqat. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 19h36. Vous avez toujours le site de Météo Algérie, les 3 w.météoalgérie.dz. Je vous remercie pour votre attention. Excellente matinée encore une fois. Prudent sur la route. Beaucoup de brouillard. À tout à l'heure. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout avec vous. Vous l'aurez compris, un temps variable, limite c'est l'automne qui revient alors qu'on est à la fin de cette saison du printemps. Bon, il reste quand même un bon mois et demi, mais et les températures surtout qui vont baisser. Et si vous voulez en savoir plus, ça se passe à midi, toujours avec Frédéric Chir. Merci Frédéric. Je vous en prie, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants. On va parler de la journée mondiale de la liberté de la presse. Ce sera avec Malika Ija. Elle est notamment journaliste sur la chaîne 1, mais elle est présidente du Forum national des médias algériens. Elle est journaliste donc à la radio nationale. On se retrouvera juste après ce reportage d'ailleurs sur la journée mondiale de la liberté de la presse. Il est signé Jazia Bayou. Allons-y. Ce n'est qu'au début des années 90 que l'Algérie a connu une réelle diversité médiatique. Une période considérée comme l'une des phases les plus importantes dans l'histoire de la presse nationale. Les plumes ont été libérées et la presse diversifiée. Malgré ça, nous n'étions pas satisfaits. Nous demandions toujours plus de liberté. Malheureusement, les lois ont été revues, mais dans le mauvais sens. Tout ce qui était censé protéger la liberté a été enlevé des lois qui sont venues par la suite. Plusieurs d'entre nous considéraient cette période comme une période en or. Elle ne l'était pas vraiment. Néanmoins, elle reste meilleure que la période actuelle. Des centaines de titres de presse et de magazines ont apparu au grand public, traitant des thèmes divers, social, économique, politique et bien d'autres.
Le champ médiatique algérien s'est donc libéré et a été de plus en plus embelli avec la libération du champ audiovisuel. C'est un acquis et une grande réussite pour le journaliste. Cependant, cette diversité médiatique a besoin d'un bon encadrement pour un meilleur fonctionnement. Nous espérons toujours avoir un exercice médiatique professionnel et crédible et un cadre juridique qui participe à l'organisation du travail journalistique afin de bénéficier clairement de la diversité médiatique. Avec les grands bouleversements que connaît actuellement le pays, les médias algériens sont plus que jamais affrontés à un nouveau défi, celui de transmettre une information juste et précise, sans aucune ambiguïté. La ligne éditoriale incombe à l'EPTV de s'assurer de la véracité de l'information avant de la diffuser. La diversité médiatique et la liberté d'expression, des acquis que les journalistes ne cesseront jamais de défendre et de réclamer. Si, un peu. Alors, du coup, c'était Jazia Bayou qui nous parlait de la liberté de la presse, qui nous parlait de cette journée mondiale, avec l'avis et les micros qui ont été tendus à nos confrères des différentes chaînes de la télévision, avec d'ailleurs cette image sur une des rédactions de la radio nationale. Et ça tombe très bien, c'est Melika Hidja qui est avec nous aujourd'hui. Melika, bonjour. Bonjour Mahrez. Alors, Melika Hidja, vous êtes... ça va bien, j'espère que vous allez bien. Vous êtes présidente du Forum national des médias algériens. Vous êtes également journaliste à la chaîne 1. Nous avons eu, j'ai eu l'occasion en tout cas de vous croiser à de nombreuses reprises sur le terrain, notamment lors de notre dernière mission commune. Ça s'était passé à Tamarasset. C'était à l'occasion de Yenner. C'est ça, le 12 janvier 2018. Et on a fait des directs ensemble. Exactement. Et c'était la dernière fois que je parlais dans un micro à la radio. D'ailleurs, c'est pour ça que je porte la tenue, la Tessarnest de Tamarasset. Vous l'avez gardée de cette époque-là ou vous l'aviez avant? Non, elle est récente. Elle est récente. Vous êtes reparti encore? Je suis rentrée le vendredi passé. À chaque fois, je fais un saut à Tamarasset. Et je tiens à remercier pratiquement toute personne qui habite dans cette merveilleuse ville, qui m'accompagne, qui m'aide, qui me soutient. Donc, je vais leur dire un mot, Arhaqi hullan hullan et mohaq. Qui veut dire? Qui veut dire j'aime beaucoup les Touaregs. Imouhaq, c'est les Touaregs, c'est Imouchaq. Voilà. En tout cas, bienvenue à vous sur le plateau ce matin. Et on va parler de cette fameuse journée mondiale. D'abord, qu'est-ce que le Forum national des médias algériens? Le Forum national des médias algériens, donc, il a été créé, on a eu l'agrément le 28 octobre 2018. C'est une date quand même qui est très très importante, Mahrez. Donc, c'est venu comme ça, c'était une coïncidence. Donc, ce forum a été créé pour plusieurs raisons. La première, c'est rassembler. Maintenant, il est temps de rassembler toute la famille des médias. Donc, si on dit médias, on ne dit pas journaliste seulement, mais médias, c'est toute la famille. Donc, ce forum a plusieurs objectifs. Le premier, c'est rassembler cette famille. Le deuxième objectif, Mahrez, c'est prendre en charge les gens des médias, ça veut dire sur le plan social, sur le plan aussi formation, sur plusieurs aspects. Et en même temps, il y a le côté formation qui sont très très forts. Sans vous apprendre, Mahrez, c'est que le monde des médias change au quotidien.
Donc, chaque seconde, on a quelque chose. Chaque seconde, il y a une nouvelle technique. Donc, là, on est obligé d'être à jour avec cette nouvelle technologie ou bien avec cette stratégie qui a été mise pour aller au-devant. Et bien sûr être à jour avec la nouvelle tendance médiatique. Donc il y a autre chose. Mahrez, je vous apprends pas que il y a aucune organisation algérienne qui est représentée à travers le monde sur le plan média. Donc on n'est pas représenté, on n'a pas de siège. Il y a des individus qui adhèrent à des organisations à l'échelle internationale, mais il n'y a pas une organisation algérienne. Donc on veut arracher notre place à travers le monde, pourquoi pas. Et bien sûr, représenter et mettre le drapeau algérien un peu partout dans le monde. Voilà. Vous avez parlé des médias, il y a une question qui a été débattue il n'y a pas si longtemps, c'était sur la carte de presse. Rappelez-vous, il y a quelques années, la carte de presse avait été lancée. Branle-bas de combat pour un bon nombre de journalistes qui souhaitaient l'obtenir, parce que c'était leur métier, soit de par leur formation initiale, soit de par leur expérience sur le terrain, parce qu'il ne faut pas se mentir aussi, nous sommes dans un pays, comme dans d'autres pays d'ailleurs, où beaucoup de journalistes ont été formés sur le terrain. C'est-à-dire, ils arrivaient de certains secteurs comme la biologie ou la biochimie ou les technologies, et puis ils devenaient journalistes au bout de 10-15 années de pratiques quotidiennes, régulières et de manière assidue en faisant leur métier. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que votre Forum national des médias va aussi accompagner certains journalistes à obtenir cette fameuse carte qui a été en fin de compte, comme tous les autres sésames, non pas qu'épuisée, mais au bout d'un moment indisponible. Il fallait passer par des commissions extraordinaires où il fallait pratiquement justifier la naissance de l'arrière-grand-père pour obtenir une carte de presse. Excusez-moi, mais c'est ce qui est un peu étrange, quoi. Sur cette question, je vous gêne pas trop. Hein. J'aimerais bien avoir votre avis. Justement, il y a pas mal de points qu'on est en train d'étudier. J'ai eu, je vous dis franchement, Mahrez, parfois je baisse un petit peu les bras depuis le 28 octobre. Je vous dis franchement, je souffre pour me rapprocher des hauts responsables, pour aller de l'avant, parce que pour défendre aussi les droits des journalistes. Moi, ce qui m'a déçu, c'est de mettre cette carte qui était valable pour une année. Oui. Et on ne peut pas être journaliste en une année. Donc, et là, j'ai fait des séances de travail, des rencontres avec l'ex-ministre de la Communication. Oui, avec M. Kawen, qui m'a bien reçu. Oui, on avait discuté, on a essayé, c'est-à-dire on a eu quand même une bonne discussion pour aller au de l'avant. Mais je vous dis franchement, Mahrez, jusqu'à maintenant, je patine, je bave. J'avais fait beaucoup de correspondances, j'ai tapé à toutes les portes. Mais je vous dis franchement, jusqu'à présent, j'ai aucune réponse. Rien. Donc, un forum national qui est là pour apporter quelque chose, et puis qui on a des blocages comme l'ensemble de la corporation. Mais je ne baisse pas les bras. Je ne baisse pas les bras. Il y a une bonne équipe qui est derrière. Oui. Et je sais qu'un jour, je vais atteindre cet objectif de rendre indique la valeur à tous les gens des médias. Je reviens à la carte de presse. La carte de presse est parmi les objectifs. Mahrez, je ne t'apprends pas que ce qui... J'ai été recalé, hein, je tiens à vous le dire. Ah oui? Oui. Eh bien, cette fois-ci, adhère
adhèrent au forum. Ce qui est fabuleux, c'est que ouais, j'ai été recalé à la carte de presse parce que mon diplôme est étranger. Mais bon, ça reste. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Ça ne veut rien dire. Donc, je reviens à la carte de presse. Il faut revoir, on va revoir tout ça. Et je t'apprends rien. Je t'apprends pas que pendant 2017 et 2018, on a perdu 27 journalistes jeunes. Oui. Donc, surtout cette année, on a été vraiment bouleversés et je rends hommage à tous nos collègues. Parmi eux, il y a Rania Yassef, il y a Linda Laroule, il y a eu d'autres. Et ces personnes-là ont été très très mal pris en charge. Donc, notre forum est là pour au moins protéger et accompagner tous ces gens-là sur le plan, surtout sur santé. Voilà. C'est cela. Vous voulez les accompagner sur plusieurs volets. Oui. Quelle définition pour vous pour la liberté de la presse? Qu'est-ce que la liberté de la presse pour vous? Laisser les gens s'exprimer et faire leur travail correctement, c'est-à-dire faire un travail journalistique correctement, c'est-à-dire ramener l'information, c'est-à-dire l'étudier, la travailler et puis faire sa propre synthèse et la publier telle qu'elle est. Je pense que c'est ça le travail. Donc libérer, parce que si on n'a pas une presse indépendante, donc on peut pas avoir une information juste. Oui. Voilà. Comment se porte la radio nationale? L'heureux événement. Non, mais j'aimerais bien souligner l'heureux événement. Oui. Non pas sur un jugement de valeur de la personne. Oui. Moi, j'ai connu en tant que directrice de l'information Nassera Chérif, Nassera, comme j'ai connu oui. directrice de la chaîne 3 à une certaine époque. Et en plus, la première fois, l'histoire de la radio. J'allais vous dire, c'est ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la personne elle-même, mais ce qui m'intéresse, c'est aussi la symbolique, l'arrivée d'une femme à la tête de la radio nationale. C'est-à-dire, on ne parle pas de la chaîne 1, on ne parle pas de la chaîne 2, on ne parle pas de la chaîne 3, on ne parle pas de Gilles FM, on parle de radio nationale, l'ensemble de la radio, avec tout son réseau des radios locales, avec tout son réseau des radios nationales, des radios internationales, de la RAIF notamment. Comment avez-vous perçu l'arrivée d'une femme à la tête de... Je vous dis franchement, je suis optimiste. Pourquoi? Parce que cette dame-là a mené un combat extraordinaire pour arracher cette place. Je sais très bien, c'est une femme de radio en plus, donc elle est professionnelle. C'est pas pour non. Mais de toute façon, on n'est plus à l'ère de ça, j'ai envie de vous dire. Tout a changé depuis des mois. Donc, non, mais la symbolique d'arrivée d'une femme est... Je suis optimiste parce que ce qu'elle est en train de faire en ce moment, Mahrez, je suis en train de la suivre de loin. C'est-à-dire, je suis en train elle a inséré une politique de dialogue. Donc maintenant, ce qu'elle est en train de faire, c'est de faire des réunions avec même le dernier, c'est pas le dernier, mais le plus petit responsable à la radio. Donc, elle veut comprendre comment que ça se passe et comment ça marche. Et à partir de là, si elle va écouter pratiquement tout le monde, et comme c'est une femme de radio, je sais très bien qu'elle va mettre une bonne stratégie pour aider et bien sûr aller au-de-l'avant parce que la radio c'est un monde merveilleux et c'est un monde qui est en même temps, c'est-à-dire qui englobe toute l'information. Je sais que cette femme va faire des merveilles, je le sens. En espérant que comme la télé s'est libérée il y a quelques années avec la naissance de... Enfin, on a libéré le champ audiovisuel. Je peux vous poser une question? Quand est-ce que vous allez revenir aussi à la radio? Parce que vous êtes une personne de la radio. Et moi, j'ai été enlevé de la radio. Non, mais oui, alors moi, sincèrement, c'est un sujet dont je parle très peu, mais depuis quelque temps, je me permets de reparler parce que il était important pour moi de garder le silence
au moment où il ne fallait pas Vous non plus jouer la respirez victime. radio, Mahrez. Mais la radio, oui, j'y reviendrai. J'espère sincèrement que ce sera pour la rentrée prochaine. Car un retour en radio est une préparation psychologique avant qu'elle soit physique d'abord. Alors, en espérant juste, je finis ce que je disais sur... alors, le champ audiovisuel a été ouvert pour la partie télé en espérant que la radio aussi poursuive avec l'arrivée de nouvelles chaînes et la possibilité Mahrez, je peux vous poser une autre question? Oui, dites-moi. Alors, vous pouvez me donner la définition de la radio chez Mahrez? Comment il va la radio? La radio, c'est... Non, oui, j'ai aimé ce sourire. Non, la radio, c'est un monde, quoi. C'est un magique. Monde. Oui, c'est un monde. Je veux dire, la télévision est une excellente école. La radio est une magnifique école. C'est ça. Comprenez la différence entre les deux. Après, c'est des métiers qui se valent, hein, mais en termes de formation, c'est autre chose. Merci d'avoir été parmi nous. Malika Idja, c'était un plaisir en tout cas de vous recevoir. Maintenant qu'on sait que votre forum existe, parce que personnellement, moi, je le découvre et ça m'honore vraiment. C'est la première sortie. Ouais, j'espère que vous reviendrez souvent à chaque avancée, à chaque nouveau combat qui est mené ou qui a été mené ou chaque nouvelle réussite. J'espère que vous serez là sur le plateau. En tout cas, vous serez chez vous ici sur Canal. Eh bien, ce que je souhaite, c'est que vous serez parmi mes adhérents. Ah ben, les adhérents du forum. Si j'ai ma carte de... Vous l'aurez. J'ai 34 ans, j'ai pas de carte de presse. Allah, il m'a dit, t'es sûr que tu fais de la... J'ai dit, oui, je suis journaliste, diplôme et... Voilà. Ah ben bon. Mais bon, c'est drôle, c'est une chose de la vie que l'on racontera après. Dans quelques années, ça deviendra des... Il faudra juste retranscrire tout cela pour raconter les difficultés par lesquelles on est passé pour que cette nouvelle génération qui arrive ne se dise pas que tout a été gagné à coup de s'il vous plaît, puis-je avoir. Au contraire, ça a été des combats qui ont été menés sur le terrain. Voilà. Malika Idja, merci encore. Merci d'avoir été là. Je veux juste dire 2 mots. J'y tiens à remercier toute personne qui me soutienne, qui m'aide, surtout à toutes les autorités de Tamaracet qui m'ont ouvert Tamaracet. C'est pour ça que je porte le symbole de la région. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon petit Bouchou qui est Wassim. Il fait ses 17 ans. Alors, j'y tiens à lui dire joyeux anniversaire, mon petit. Je sais que il y avait quelques sacrifices. Des fois, je n'étais pas là lorsque tu as besoin de moi, mais j'y tiens à te dire que tu es ma lumière, ma vie. Et joyeux anniversaire, Wassim Loussif. Merci Malika, en tout cas, merci à vous. Merci et quant à nous... invité. Et vous êtes chez vous. Et on rappelle, vous êtes à la tête du Forum national des médias algériens et vous êtes journaliste à la radio nationale chaîne 1. Quant à nous, Badia Marni nous propose un portrait, celui d'Ilham Terki. Elle est journaliste. On se retrouve juste après, mais cette fois-ci pour parler de santé. Allons-y. Le journaliste évolue aujourd'hui dans un contexte marqué par l'accélération des événements. À l'ère du numérique, il est pris entre l'instantanéité et l'obligation de donner une information juste et fiable. Sur le terrain, la journaliste Ilham Terki se retrouve obligée de diffuser l'information directement sur sa page Facebook, car les lecteurs ne savent plus attendre. Sur place, la seconde même اللي يصرى فيها l'événement المشاهد ولا المواطن راهو في قلب الحدث. فان سمارت فون اللي كلنا عندنا دي سمارت فون راك في قلب الحدث. Et puisqu'Internet a banni toutes les frontières, les médias de tous bords se sont accaparés des espaces sur la toile. Mais la vérification de l'information reste impérative pour éviter toute désinformation. Les réseaux sociaux ont induit une révolution dans les médias. Ils vous inondent d'un tas d'informations en temps record. En tant que journaliste, il faut vérifier l'information par éthique et responsabilité. ويجب عليك كصحفي أن تتحرى هذه المعلومات من باب المسؤولية والمهنية. Un travail journalistique qui nécessite la mise en place de mécanismes adéquats en se conformant à la déontologie de ce métier noble. هناك سيل جارف وكبير للمعلومة في الفضاء الأزرق. Il y a beaucoup d'informations véhiculées par Internet. Il a changé la vision dans la façon classique du traitement de l'information sur le plan juridique, malgré l'avènement du Code de l'information de 2012, venu compléter celui de 1991, qui a consacré la presse indépendante. Il n'a pas accordé une grande place à la presse numérique. الإعلام تاع 2012 اللي جاء يكمل قانون 91
اللي جاب الصحف ما يسمى بالصحف المستقلة، بالرغم أن القانون يعني جديد، إلا أن هذا القانون لم يعطي يعني حيز كبير لمسألة هذا الإعلام الرقمي. Il est aujourd'hui nécessaire dans un monde qui bouge et qui accélère de mettre à la disposition des lecteurs, auditeurs et téléspectateurs une information juste et fiable. Une information juste et fiable, on en parlait d'ailleurs ce matin, notamment d'abord avec Malika Hidja, qui est journaliste à la radio chaîne 1, mais également présidente de ce nouveau forum national des médias algériens, premier forum du genre. Ce sera l'occasion de se battre pour beaucoup de points, et sur beaucoup de points, qui concernent la grande famille de la presse et des médias. Et surtout la carte de presse. Là, on devrait en faire un vrai sujet, quoi, un vrai sujet de débat. Et de l'autre côté, il y avait ce portrait d'Ilham Terki, donc cette journaliste qui a été suivie par Badia Amarni. Et ce matin, on va poursuivre Volet Santé avec vous, docteur Benachnou. Bonjour. Bonjour. Mohamed Boukhars, bonjour. Vous êtes de retour. Bonjour. Alors, la dernière fois où vous étiez là, on a parlé des insuffisants rénaux et de l'insuffisance rénale. En particulier, on avait parlé de la prise en charge, notamment. On avait défriché un peu le terrain, on avait parlé des actions de votre association, de votre organisation. Alors, il y avait un livret que vous aviez ramené avec vous, que vous n'avez pas ramené aujourd'hui. Alors, il s'agit de... Dans ce livret, à la fin, je pense que vous l'avez vu, vous. Oui. Il y a cette fameuse carte que l'on pouvait décrocher. C'était la carte des donneurs d'organes. Donc il suffisait de signer cette carte et de la garder sur soi. Et Ida Qaddarallah, comme on dit, si le destin en a voulu ainsi, si Dieu nous a rappelé à ce moment-là, si notre corps en vaut la peine, eh ben c'est une manière de contribuer, de donner une partie de soi à ceux qui en ont besoin et qui, eux, n'ont pas encore été rappelés. Pourquoi c'est important? Je crois qu'on aborde le côté transplantation d'organes, le rein. Et il faut savoir que la dialyse, qu'elle soit globale ou péritonéale, la dialyse est une étape d'attente avant la solution adéquate qui est la transplantation d'organes. Or, on a un problème au niveau du don d'organes. Les reins, ça ne court pas les rues. Et les reins artificiels, ça n'existe pas, à part les dialyseurs. Oui, la question pense. Ok, nous allons parler de cette transplantation rénale. Et d'abord, on va parler du don d'organes. Oui. Qui peut donner son organe, ou ses organes? Il y a d'abord le vivant, du vivant au vivant, à condition qu'il soit apparenté. C'est ça. Voilà. Donc le vivant ne peut donner qu'un rein ou une partie du foie. Une chose, M. Smahli, on ne donne pas son organe, pas parce qu'on est une maman, un papa, tout ça. Il y a des données histologiques, génétiques où il faut, est-ce qu'il y a adéquation entre le donneur, compatibilité ou pas? Justement. Bon, il y a deux types de donneurs, comme on a dit, du vivant au vivant et du cadavre au cadavre. On va dire mort encéphalique, mort encéphalique ou mort cérébrale, parce que les gens ne comprennent pas que veut dire cadavre, c'est-à-dire pour eux un cadavre, voilà. Et il y a des conditions. Donc la première condition, c'est qu'il soit compatible. C'est ça. Il y a une compatibilité à faire, etc. Ça veut dire une compatibilité histologique. Parce que chaque être humain est unique, il a ses propres identités. Mais on ne parle pas de tous les organes, parce qu'il y a certains organes que l'on peut donner plus facilement que d'autres aussi. On parle du rein. Vous parlez du rein. Non, tous les organes, sauf les yeux. Les yeux, d'abord, ce ne sont pas des organes. Donc, n'importe quel œil peut convenir à n'importe quel malade qui a besoin de... Mais les organes internes, qu'on appelle organes, il doit y avoir cette compatibilité. Oui. Ensuite, donc du donneur, du vivant au vivant, il faut qu'il soit apparenté. Il faut qu'il soit apparenté. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas de trafic. Purement et simplement. Et ça, c'est l'arrière-fond. Parlons d'abord la compatibilité histologique et système HLA et autres. Et pourquoi est-ce qu'on a peur de ce que tu viens d'évoquer? Le trafic d'organes. D'abord, dès qu'il y a un donneur vivant apparenté,
apparentés. Il doit passer des examens, voilà. Etc. D'abord, il y a le premier facteur, c'est le groupage sanguin, le sang. HLA, non, d'abord, le groupage sanguin, il faut qu'il soit le donneur adéquat, qu'il soit de A positif, il ne peut pas donner un A négatif. Voilà. Donc c'est l'inverse. Bref, donc il y a le sang d'abord, ensuite il y a la compatibilité et juste avant la transplantation, quelques jours avant, ils diront l'HLA. L'HLA, c'est pareil, c'est le sang, pour voir si les deux sangs sont au-delà du groupage. Voilà. Au-delà du groupage. Après cela, juste après, c'est la transplantation rénale. Voilà, ça c'est du donneur au vivant. Maintenant, le donneur le don à partir de mort encéphalique. Il y a une condition sine qua non. Ce donneur en mort encéphalique doit être en réanimation. Parce qu'il y a une définition de la mort. Ce n'est plus l'arrêt cardiaque. Il faut aussi que le cerveau s'arrête de fonctionner. Ça s'appelle mort cérébrale ou mort encéphalique. Voilà. Donc les termes techniques médicaux. Voilà. C'est pour ça qu'on ne doit pas utiliser le mot cadavre parce que les gens ne comprennent pas. Bref, donc il faut qu'il soit en milieu hospitalier et en réanimation, suite à un accident de voiture ou suite à un AVC. Ce sont les deux seuls donneurs. Et après le décès c'est cette mort encéphalique, donc l'erujul al-hayat, qui est voilà. Donc à partir de là, il y a justement une commission qui siège, qui est là-bas à l'hôpital avec une transplantation. Parce qu'il y a un timing, avant de prélever. Une coordination juste après le décès, l'annonce avéré, etc. Ils appellent la famille aussi. Ils appellent la famille qui restent devant, à côté de leur enfant ou parents décédés. Une heure après, ils doivent dérouler une autre test d'encéphalo pour confirmer la mort. Confirmer la mort. Pour qu'il n'y ait plus de doute du côté de la famille. Parce que quand on donne leur défunt, il faut respirer. Alors, comment il respire, il est encore vivant. Il se débranche la machine et pour leur expliquer que non, il est mort, c'est la machine qui le fait respirer. Respirateur artificiel. Ensuite, tiens, il est chaud encore, il n'est pas refroidi. Oui, c'est la machine qui chauffe le sang, etc., pour irriguer les organes, etc. Voilà. Donc, c'est pour ça que la condition sine qua non, c'est qu'il soit en réanimation. Une fois que la mort. Donc si je meurs chez moi, je peux rien donner, quoi. Chez nous, à l'hôpital, en plein accouchement, etc. Si on meurt. Du moins, il y a la carte aussi qui répond à cette question. Vous l'avez, vous ? Non, je ne l'ai pas. Pourquoi ? Parce qu'il faut répondre à certains critères. Ce n'est pas n'importe qui est donneur. Il faut qu'il soit en bonne santé, c'est-à-dire pas d'hypertension, etc., Non, pas du tout. Donc, vous n'êtes pas en bonne santé ? Non, l'âge, non. L'âge. Vous êtes jeune, dans votre tête en tout cas. L'âge, voilà. Donc, il y a de coordination, un groupe de coordination. Non, mais vous n'avez pas répondu à la question. Laquelle ? Si la personne décède à la maison. Elle décède à la maison. Non, il n'est pas donneur. Il n'est pas donneur. Parce que les organes décèdent avec lui sur le coup. C'est ça. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure d'un accident de véhicule, c'est-à-dire le gars... il est obligé d'être transporté dans un hôpital. Il est dans le coma, mais il n'est pas mort. Voilà. Un AVC aussi. Nous sommes dans un coma, mais pas mort. C'est après cela que soit nous le coma et on revient à la vie ou on décède. Voilà, on décède. Donc il y a l'équipe de coordination, Fiha un imam qui fait partie de cette équipe et qui est l'imam de la mosquée CHU, parce que tous nos CHU font des mosquées, qui s'adresse à la famille à ce moment-là. Ce n'est ni les médecins ni autre chose, c'est une équipe spécifique.
qui s'adresse aux parents pour leur dire est-ce que vous avez discuté du don, etc. Oui, dans un hôpital, mais ce n'est pas les médecins qui parlent à la famille. Non, un truc étonnant. Ce n'est ni les médecins, ni personne n'a le droit de parler à la famille ni à demander quoi que ce soit. Il y a une équipe spéciale de coordination. Mais l'équipe est composée par qui là? Ce sont des psychologues, les médecins de la santé. Quoi, oui, bien sûr. Il n'y a pas que l'aspect religieux dans l'histoire. Non, il y a les psychologues, il y a le religieux. Parce que généralement, la famille ou le malade en général écoute le médecin et écoute l'imam. Le religieux. Voilà. Là, ce qu'il faut, par exemple, le rôle de cet imam, c'est d'expliquer que le fait que ce défunt va donner un organe, c'est continuer la vie selon l'explication religieuse. Parce qu'il y a eu débat là-dessus. Hein, oui, bien sûr. Il y a eu certains religieux qui se sont opposés à cela. On se rappelle du débat d'il y a une dizaine d'années. Voilà, oui, c'est haram, pas haram. On est rentré dans un débat qui on a dépassé, je crois. Et là, on est sur... Il y a une fatwa en 85 qui a été émise en Algérie. Et à partir de cette fatwa, il y a des pays comme l'Arabie Saoudite, l'Iran, la Turquie ont commencé à utiliser, à pratiquer, à prélever à partir de cadavres. Sauf nous, comme d'habitude, nous sommes toujours en retard de plusieurs guerres. La fatwa de 85, elle a été faite où? En Algérie. Elle a été faite en Algérie, c'est les Saoudiens qui en ont profité. Justement, ils en ont profité et nous envoyons à l'époque nos malades se faire transporter 130 millions عندهم فيما. Jusqu'au jour où ils ont été épinglés par les droits de l'homme. Vous êtes en train d'utiliser les cadavres, les pèlerins, vous n'avez pas le droit. Tiens, pourquoi vous ne faites pas chez vous cela? Il y a 5 ou 6 ans de ça. Bref, donc voici. Ah oui, quand même. Voici la situation de ce don. Les vérités font mal. Quand les langues t'atharrek. Ouais, non, quand les langues se délient, les vérités font mal. Voilà. Donc, il y a eu la Fédération nationale des insuffisants rénaux, depuis notre création en 2002, nous avions chaque année fait des campagnes de sensibilisation. Et l'année dernière, campagne de sensibilisation aux imams de Wilayat à travers le ministère des Affaires religieuses, qui nous a permis de plus ou moins de sensibiliser les imams pour qu'ils puissent eux-mêmes transmettre le message à la population. Parce que nous ne pouvions pas nous adresser à la population. Voilà. Donc le côté, si on veut, il y a une juridiction, il y a le Qanoun, et qui parle de cette greffe justement, de cette greffe rénale à partir de ce don, à partir du cadavre et à partir du... Monsieur Boukhars, au point de vue scientifique et médical, il y a un timing, c'est-à-dire il y a un temps à ne pas dépasser pour prélever l'organe. Parce que l'organe peut dépérir. Bah oui. Il faut aller vite. Il y a des conditions de transport aussi. Il faut aller vite. L'organe, généralement, celui qui tient un peu plus jusqu'à 24 heures, jusqu'à parfois 36 heures, ce sont les reins. Dans des conditions, c'est pas déposé. Dans des conditions. Il faut un matériel adéquat. De conservation, etc. Il y a un matériel adéquat. Donc, en 2012-2013, il y a eu justement une liste de CHU qui devaient pratiquer ces transplantations. Mustapha, par exemple. On peut parler il y avait 14, malheureusement. Il n'y a pas eu beaucoup de CHU qui ont fait ces transplantations. Je parle de transplantation de vivant à vivant, parce que c'est la plus facile et la plus possible. Voilà. Malheureusement, on va dire toujours l'État, ou bien ce ministère de la Santé, qui ne s'est jamais occupé de ces transplantations. Ce sont, et on leur tire chapeau, ce sont nos transplanteurs qui ont pris les choses en main. Ce n'est ni les ministres, ni quoi que ce soit. Ce sont les médecins algériens sur le terrain. Ce sont nos transplanteurs sur le terrain qui ont osé et qui ont, ils ont eu de l'expérience. Malheureusement, il y a 2 ans de ça, دخلوا des troubles faits في الميدان. Les troubles de transplantation. des gens véreux دخلوا
كسرت la transplantation وحبست. Ça fait 2 ans, il n'y a plus de transplantation. De vivant à vivant, ni de surtout, non, de cadavres à partir de 2011-2013 à Blida, il n'y a plus eu. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas donner c'est la population ne veut pas donner parce qu'ils n'ont pas... Alors là, j'ai pris votre... Sincèrement, je vous le dis, hein. J'ai pris, vous étiez là sur ce plateau il y a quoi, il y a 2 semaines? 15 jours. Il y a 15 jours. 15 jours, oui. J'ai pris votre livret, j'ai déchiré, enfin j'ai découpé. Oui, parce qu'il y avait une pré-découpe d'ailleurs. J'ai découpé votre carte, j'ai mis mon nom, mon prénom, j'ai gardé dans ma veste. Et je veux dire, je suis certain que si on élargissait cette campagne de sensibilisation, il y aurait des milliers, des dizaines de milliers, des centaines, même peut-être de milliers de donateurs potentiels. Ça, c'est un. Qui ont été les troubles faits qui ont fait qu'on a arrêté la transplantation en Algérie? Des business médicaux. Non, sérieusement. Pas des business. Bon, peut-être en 2016, je vais dire des noms, de toute façon, je n'ai peur de personne. En 2016, le Boudiaf, ما نخافش منه. Pourquoi? Parce que c'est une réalité, malheureusement. Je veux dire, vous pouvez citer la fonction, on n'est pas obligé de citer la personne. Oui, quand je dis le ministre de 2015. Ah, vous parlez de l'ancien ministre de la Santé qui nous avait ramené sur ce même plateau un inventeur d'une plante et en nous disant que c'était l'invention du siècle et qu'on allait guérir du diabète. Et on a parlé ici. Subhanallah, ya Shrifa, ya 2015, il a tenu une réunion. On se rappelle de ça. À l'INSP, il a tenu une réunion à l'INSP où je représentais la fédération, j'étais là-bas. Jab tous les greffeurs d'Algérie, jab tous les directeurs généraux des CHU. Galom, c'est l'année de la greffe, je vais vous ramener beaucoup de milliards, pensant que c'est l'argent qui va faire la greffe, des milliards, etc. Quand il avait demandé aux tous les directeurs qui étaient présents, كل واحد واش قال له؟ قال له انا لا سال دوبيراسيون تاعي تسيل الماء من الفوق، وحده يخرج الماء من التحت، etc. Et il faut féliciter et rappeler une consoeur de l'hôpital Mustapha qui était chargée de la greffe, qui a dit qu'on ne peut pas procéder aux greffes parce qu'on n'est pas équipé, parce qu'il y a il faut saluer ça. Il y avait Alger, Blida et quelqu'un. Ensuite, il y a eu un petit détournement de ces équipes de greffe qui étaient de Blida et d'Alger. بداو يديروا في عنابة ومن بعد بداو بطنة ومن بعد ils ont canalisé toutes les greffes vers Batna et là que le واحد ولا يقول بلي voilà Batna دار des centaines et des centaines, mais malheureusement c'est une bonne chose à l'école, c'est du positif, mais au détriment d'Alger et de Blida qui ne faisaient plus de greffe. Déshabiller Pierre pour habiller Paul. Voilà, c'est classique. Ensuite il avait fait un coup grave, très grave. Et on finit avec si justement avant qu'il ne parte, la santé, 390 médecins, 390 paramédicaux et d'autres spécialités, une sage-femme, etc., versahum kamel vers le ministère de la Solidarité nationale. Il les a pompés de justement, alors que nos CHU, nos hôpitaux sont vides, il les a orientés à des menaces. D'abord, je me demande ce que va faire une sage-femme, supposons que c'est des médecins, une sage-femme que va faire une sage-femme dans le soin. Donc, il s'était donné un coup de poignard dans le dos. Cher monsieur, c'était un plaisir de vous recevoir, mais je vous rappelle juste pour ceux qui ne le sauraient pas ou qui l'auraient oublié, c'est ce même ministre qui nous a ramené un monsieur qui doit être sympathique dans une cafétéria à discuter, à échanger. Mais il nous l'a fait passer pour un potentiel prix Nobel qui aurait inventé un médicament qui allait éradiquer le diabète, qui n'a même pas été testé, qui n'est passé par aucune commission, par aucun laboratoire de contrôle, et il l'avait fait passer à la télévision, et nous avions fait partie du mensonge. Alors, une formule secrète. Sur ce plateau, on a ouais, mais sur ce même plateau, l'inventeur était passé ici. Mme Khorobi était en face. Non, et quand j'ai dit oui, mais est-ce que vous êtes passé par des laboratoires pour confirmer votre formule? Il m'a dit la réponse était sidérante. C'était alors à l'époque,
va lui dire non. No comment. Voilà. Merci beaucoup, M. Boukhar. C'était un plaisir. Merci, Dr Benachlou. C'était un plaisir. On se retrouve dès vendredi prochain. Quant à nous, dans quelques instants, sur ce même plateau, Abdelmajid Merdassi, rappelez-vous, on avait parlé d'un volet histoire sur lequel nous allions revenir aujourd'hui. Histoire pour rendre hommage à un grand monsieur qui lui a défendu la cause algérienne. Alors, il s'agit d'un Belge, Serge Moureau. Alors, un Belge ami de l'Algérie. Ils ont été nombreux, d'ailleurs, les amis de l'Algérie, à avoir défendu l'Algérie durant la guerre de libération nationale. Il y a eu le réseau Johnson, il y a eu les fameux porteurs de valises, il y a eu pas mal d'autres Européens et hors Européens. Mais aujourd'hui, Serge Moureau nous intéresse particulièrement, avocat de la cause algérienne. Rappelez-vous, il est décédé le 27 avril, pour ceux qui ne le sauraient pas, à l'âge de 85 ans. Il était d'ailleurs sénateur en Belgique. Alors lui, c'est celui qui a eu accès à un dossier assez délicat. C'était en 1960, c'était un étudiant algérien qui avait été tué en Belgique. Et il avait dévoilé que c'était qui? C'était tout simplement les services français, les services secrets français. C'est grâce à cela que le corps de l'étudiant a été recouvert, le corps et le cercueil, pour être rapatrié par un drapeau algérien. Et c'était la toute première fois que le drapeau algérien était visible dans un autre pays, hors que l'Algérie, officiellement est reconnu par l'État en question, et c'était la Belgique. On en parle dans quelques instants avec Abdelmajid Merdassi. Ce sera dans quelques instants. Ce sera juste après ce reportage sur ce nouveau centre de psychopédagogie. Il a été créé à Mechria, dans la wilaya de Naama. C'est Nesrine Ben Saïdi qui nous raconte tout cela. Mechria, un nouveau centre qui a récemment ouvert ses portes au profit des enfants aux besoins spécifiques. Renforcé par des équipements technico-pédagogiques spécialisés ainsi que d'équipements sportifs spécifiques aux sourds-muets, cet établissement assure une prise en charge complète pour les enfants souffrant d'un handicap. Nous utilisons cette salle en hiver, c'est vraiment pratique, surtout les jours de pluie et de canicule. Cet établissement est un acquis très important. Avec une capacité d'accueil estimée à 120 lits, cet établissement assure aux enfants une prise en charge pédagogique, thérapeutique et psychologique en vue de leur intégration sociale. Nous avons commencé avec 12 élèves, nous sommes à 25 maintenant. Nous avons assuré tout ce qu'il faut pour les enfants en commençant par les salles de cours et les salles de jeu. Dieu merci, grâce à l'implication des parents et des encadreurs, nous sommes arrivés à obtenir un résultat positif. Nous souhaitons juste que les responsables mettent à notre disposition un pédopsychiatre au moins une fois par semaine, et ce pour un meilleur résultat. Grâce au jumelage établi avec la direction de l'éducation, nous avons réussi à ouvrir 9 classes spécialisées pour la prise en charge des enfants aux besoins spécifiques, et ce dans des établissements scolaires. Il faut savoir qu'au niveau de la wilaya de Naama, il y a plusieurs établissements de ce genre financés par l'État pour une prise en charge complète. La direction de l'action sociale de la wilaya de Naama a aussi établi un programme important pour la prise en charge des enfants souffrant d'un retard mental, et ce en partenariat avec la direction de l'éducation. Voilà, Nesrine Ben Saïdi qui parlait donc de ce nouveau centre de psychopédagogie à Mechria, dans la wilaya de Naama. On remerciera d'ailleurs l'autre équipe aussi qui a tourné ce reportage sur place, nos confrères des chaînes arabophones. Alors, excellente matinée, on va parler histoire. On est passé de la santé à la presse, à la liberté de la presse, et puis nous sommes revenus à la santé, au problème des greffes ici en Algérie, surtout notamment concernant les malades atteints d'insuffisance rénale et autres, beaucoup ont besoin de greffe. On va revenir cette fois-ci sur un tout autre volet. On va replonger 50 ans
en arrière avec vous, Monsieur Mardassi. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour Mahrez. Abdelmajid Mardassi. Alors la dernière fois, on avait eu le plaisir de vous retrouver ici sur ce même plateau pour parler d'un de vos ouvrages. Voilà, j'y arrive. Il y a un problème de langage ce matin. Vous étiez à cause... Vous avez pris votre café, non? Oui, je crois. D'accord, ok. Je pense. Alors du coup, non, la question que je me pose, vous êtes plutôt à Alger ou à Constantine en ce moment? Là, je suis par la force des choses à Alger. Et bon, ça fait déjà quelques temps que je suis entre Constantine et Alger, bon, parce que bon, mes obligations professionnelles, les rencontres, les débats, les problèmes d'écriture, de promotion de l'ouvrage, bon, donc font que là je suis plus à Alger qu'à Constantine. Et de vous à moi, c'est la première fois que je vais être confronté à l'obligation du Ramadan en dehors de Constantine et en dehors de Moul. Ça va être particulier. Je ne sais pas comment, j'espère que ça... Bon, je compte sur mes amis pour que ça se passe bien correctement. Moi, je vous invite un soir avec joie. C'est sympa. Si on peut débattre de l'histoire, ce sera avec plaisir. Abdelmajid Mardassi, on va rendre hommage aujourd'hui à Serge Moureau. C'est l'occasion de parler de Serge Moureau, de le faire découvrir au grand public, à une large majorité qui ne connaît pas qui est Serge Moureau. Et par la même occasion, nous bifurquerons de manière logique et rapide vers les réseaux de soutien, vers les réseaux qui ont existé d'ailleurs et qui ont accompagné la cause algérienne durant la guerre de libération nationale. Pour commencer, Serge Moureau en quelques mots. Serge Moureau est décédé il y a quelques jours, il n'y a pas de 27 avril dernier. Et il est décédé à l'âge de 85 ans. Bon, c'est un avocat. Et ensuite, c'est quelqu'un qui a eu une carrière politique importante en Belgique. Voilà, il a été sénateur. Son frère Philippe est ministre d'État dans le gouvernement de Belge. Lui-même, il a été échevin, c'est-à-dire maire dans sa commune. Donc c'est un homme d'engagement sur le plan politique interne à la Belgique et sur le plan international. Il a animé, participé à des commissions d'enquête internationale, notamment sur l'affaire de Tchernobyl et tout. Et son engagement militant est marqué par l'empreinte algérienne. Parce que jeune avocat, il a pris fait et cause pour la cause du Front de Libération Nationale et la cause algérienne. Et il a vu un de ses proches, un militant de l'UGMA, tué par les services... et là, on parle de cet étudiant en médecine. Akli, oui. Exact. Voilà. Akli Aïssiou. Aïssiou, oui. Bon, donc c'était un proche de Serge Moureau. Et Serge Moureau se retrouvait de fait à la tête d'un collectif d'avocats qui ont défendu les militants du Front de Libération Nationale, collectif belge. Et avec cela, bon, aux côtés du collectif d'avocats animé par Serge Moureau, il y avait aussi les réseaux de soutien. Les réseaux de soutien en Belgique même. Là, ce qui est important, pourquoi en rendant hommage à la mémoire de Serge Moureau, il est utile de rappeler à nos concitoyens que la cause algérienne a été une cause universelle concernant les questions d'indépendance, de libération, de liberté. Tous les hommes épris de justice, d'égalité, de liberté ont pris fait et cause pour le Front de Libération Nationale, ont aidé chacun avec ses moyens, les réseaux de soutien, les réseaux d'hébergement, les réseaux de transport. Et Serge Moureau a joué un rôle énorme dans le soutien en tant qu'avocat, avec le collectif d'avocats. Et ce qu'il faut dire, parce que l'Algérie a eu ce mérite d'être reconnaissante du son vivant à son engagement, puisque en 2012, le ministre algérien des Affaires étrangères s'est déplacé à Bruxelles et il a remis des médailles de reconnaissance de l'État algérien à Serge Moureau et à deux autres avocats belges des réseaux de soutien au FLN. Et tout récemment, donc, ici à Alger même, à la Bibliothèque nationale, il y a eu un hommage rendu à Serge Moureau qui ne pouvait pas se déplacer, mais Hélène, son épouse, était présente à Alger pour la présentation d'un documentaire de Front du Nord, de l'EPEJ, et il y avait donc les représentants du gouvernement algérien présents pour rendre hommage, et un hommage, comment dire, nécessaire et utile parce que c'est un hommage pédagogique. Il ouvre l'esprit des Algériens sur la nature de la lutte de libération nationale conduite par le Front de Libération Nationale. C'est une lutte qui a un caractère humaniste, universel. C'est une lutte pour la justice, pour les droits des peuples, les droits des citoyens. Donc c'est ainsi qu'il faut comprendre cela. Et
c'est un hommage, je veux dire, tout à fait légitime, et ça honore d'ailleurs Canal de rappeler la mémoire de Serge Moreau aujourd'hui, notamment dans cette journée particulière qui est la journée internationale de la liberté de la presse. Et ce qui est remarquable, c'est qu'au moment où Serge Moreau décédait en Belgique, la mairie de Paris, là, sous la direction de Madame Hidalgo, a rendu hommage à Henri Curiel, autre militant, autre dirigeant des réseaux de soutien au Front de Libération Nationale, qui a été assassiné exactement le 4 mai 1978 devant son domicile. Et jeudi dernier, il y a eu une stèle à la mémoire de Henri Curiel qui a été placée sous le patronage de la maire de Paris. Bon, donc il y a eu ces réseaux de soutien qui ont été très importants dans notre histoire. Et dont on parle d'ailleurs, et beaucoup de documentaires et de travail journalistique, et de travail d'historiens particulièrement, ont relaté un peu ce qui a été fait par ces réseaux de soutien. On va en parler dans quelques instants. Alors ce qui est assez particulier avec Serge Moreau, vous l'avez évoqué il y a quelques minutes, hein, quand vous parliez d'Akli Aïssiou, son camarade, d'ailleurs, son camarade humaniste et syndicaliste, qui était étudiant en médecine, qui a été assassiné. Alors lui, il se saisit de l'affaire. Il défend d'abord il défend la cause algérienne d'une certaine manière parce qu'il la met en avant dans un pays autre que l'Algérie. Il sort des frontières de l'Algérie. Il pointe du doigt les services secrets français. Tout à fait, oui. Et par la même occasion, c'est la première fois que l'on voit apparaître le drapeau algérien officiellement reconnu. Oh, absolument. Oui. Sur le corps d'Akli, bien sûr. C'est ça. Sur le cercueil de... Mais juste pour rester sur le registre de ceux qui ont pris fait et cause pour le Front de Libération Nationale et la cause algérienne, il y a eu beaucoup d'avocats qui ont été assassinés par les services français. Oui. En Algérie, on connaît le cas, bien entendu, de Maître Boumedjel, d'Ali Boumedjel. On connaît aussi le cas de Maître Popi, qui a été assassiné en 61, et d'autres qui ont été assassinés à Oran. L'avocat et militant algérien Aït Hassan, qui est un avocat originaire de Constantine, entre parenthèses, qui a été assassiné en Allemagne. Donc, ceux qui défendaient le droit à la justice, ils ont été ciblés par les services spéciaux français, ils ont été assassinés. Bon, donc, c'est bon de rappeler aux gens que l'État français, l'armée française, les services français n'avaient pas grand-chose à voir avec les valeurs universelles dont ils se réclament, la proclamation des droits de l'homme, la protection des libertés, l'intégrité des personnes. L'histoire est cruelle, mais il faut la rappeler. Alors, ce qui est intéressant, et on va finir avec, d'ailleurs, dans quelques instants, ce sera juste après un extrait d'un film documentaire que l'on va voir ensemble, qui va être d'ailleurs diffusé ce soir, juste après le journal de 20h ici sur Canal. Ce sera vers 20h40, 20h45. Un super documentaire sur les réseaux Johnson. Et ça tombe très bien. On va en parler juste après sur la méconnaissance de l'histoire, M. Meldessi. Cette révolte populaire a démontré d'une certaine manière une union, un peuple qui voulait faire avancer les choses, qui voulait la vérité sur sa propre histoire. Mais certaines rencontres, certains échanges ont prouvé aussi qu'il y avait une méconnaissance totale de l'histoire, que l'on pensait que l'histoire algérienne n'avait été faite que par des non-algériens. Très rapidement, sur votre observation, Maharid, l'un des drames de notre pays, c'est cela. C'est l'interdiction qui a été faite par le régime depuis l'indépendance, l'interdiction de connaître son histoire réellement, de connaître les acteurs de cette histoire, sans exclusive, sans stigmatisation. On a une histoire riche, dense, complexe, il faut la réhabiliter. Moi, très modestement, je ne dis pas que j'y parviens, mais tous les travaux et mes publications en font froid, tous mes travaux versent dans cette direction, restituer aux Algériens leur histoire. Oui. On a eu l'occasion d'en parler ensemble quand on a présenté ensemble ici l'ouvrage sur le GPRA. Et vous vous rappelez, Mahrez, on avait relevé que le GPRA était absent du lexique algérien depuis 1962. C'est cela. Voilà. Et il est bon de le rappeler. Un extrait de ce film documentaire, extrait du film documentaire sur le réseau Johnson, d'ailleurs que vous allez découvrir ce soir sur Canal. Il est signé Fatema Galère. Voici un extrait, on se retrouve juste après. Un responsable des hébergements.
Il y a eu Jacques Charby en particulier qui a joué un rôle considérable à cet égard. Il y avait comme ça tout un ensemble de secteurs et il fallait, moi je dirais que mon plus vrai travail, mis à part la nécessité évidente d'une coordination, ça a été de veiller à la sécurité de l'ensemble, d'imposer sans relâche des règles de sécurité, parce que notre grande inquiétude, et la mienne encore plus que celle de n'importe qui d'autre, c'était de commettre une erreur qui coûterait trop cher à nos camarades algériens. Parce que bien sûr, si nous étions arrêtés, ça n'était pas tragique. Je veux dire, ça pouvait tout au plus se solder par la prison. Mais pour eux, c'était beaucoup plus grave. C'est-à-dire qu'ils pouvaient être expédiés en Algérie pour y être torturés plus à l'aise, et puis éventuellement en finir. Notre unique tâche était de soutenir l'action du comité fédéral de la Fédération de France. C'est-à-dire, nous répondions aux demandes que nous formulait le comité fédéral. Et nous avions donc en charge la sécurité des responsables, mais aussi tout le travail qui consistait à soutenir les actions de ce comité fédéral dans les différents domaines. Alors ça c'est un extrait du documentaire qui passera donc ce soir. La suite d'ailleurs c'est ce soir. Il est signé Fatema Galer sur le réseau Jansan et ça tombe très bien. On peut alors il y avait 2 points sur lesquels on pouvait s'entendre avant de se quitter, enfin s'entendre, les poser sur la table avant de se revoir. Avant de se quitter pour mieux se revoir. De toute façon nous on se quitte pour toujours mieux se retrouver. Alors Monsieur Mardassi, vous avez dit quelque chose qui était fort intéressant, mais j'aimerais plutôt finir avec. Ça se passe dans ma tête, je me comprends, les gens comprendront par la suite. Alors d'abord, vous me parliez de 2009 où vous aviez organisé une conférence avec au lendemain, dès qu'il y a eu l'annonce du décès de Francis Janson, Ahmed El-Ayashi, qui est un journaliste connu, qui dirige le journal Algérie News, nous avait invités, fait en plein Ramadan, à une soirée d'hommage à Francis Janson. Effectivement, ça nous a donné l'occasion de rappeler la mémoire et l'engagement de Francis Janson et de Colette Janson, et en même temps de rappeler le nom de ceux qui étaient dans les réseaux, parce qu'ils ont été jugés, condamnés par la justice française à l'époque. Janson a été donc contraint à l'exil jusqu'à son amnistie. Et il y a eu le réseau Janson et il y a eu croisement le réseau Henri Curiel. C'est ce qu'on appelait les porteurs de valises et tout. Il y a des noms qu'il faut rappeler. Jacques Charby, par exemple, un grand homme de théâtre que nous avons eu le privilège de voir sur les places algériennes, qui a été militant, c'était un porteur de valises. Et j'en oublie Cécile Barion, et j'en oublie forcément. C'est important. Tout ça, c'est notre histoire. C'est ça. Tout ça, c'est... Il ne faut pas l'occulter, surtout. Bien sûr. Tout ça, c'est notre histoire. Elle ne s'écrit pas, mais c'est ça la richesse de l'Algérie, la richesse de son histoire. Elle ne s'écrit pas simplement avec nos prénoms musulmans. Elle s'écrit avec tous les prénoms de ceux qui ont aimé la justice, la liberté et la libération. Oui. Alors, Abdelmajid Mardassi, ce qui serait intéressant de savoir pourquoi on a occulté une partie de notre histoire, pourquoi on a menti pendant de longues années, pourquoi on a essayé de cacher certaines choses, ou est-ce qu'en fin de compte, la réponse à cela ne nous apporterait absolument rien. Il faudrait plutôt aller sur comment rattraper ces années perdues et puis diffuser un maximum d'histoire, la rendre plus intéressante. Très bonne question, très bonne question. Et question qui a une portée vraiment d'une gravité incroyable. De ce que nous vivons aujourd'hui, c'est au moment où nous parlons, vous et moi, Mahalis, quand on entend les jeunes, nos enfants, stigmatiser, insulter le FLN. Mais de quel FLN parlez-vous, mes enfants? Le FLN est mort le 22 juillet 1962, quand il y a eu la création du bureau politique par l'alliance Bembella Boumdine. C'est clair. À partir de là, il y a eu l'interdit de l'histoire. Il y a eu l'interdit de l'histoire parce qu'il y avait... Les gens... Mais vous, ça vous fait mal d'entendre parler du FLN alors que le FLN, le vrai... Il faudrait faudrait pas qu'on fasse l'amalgame entre le vrai. Mais je pense que la population dans la rue aussi a reconnu quand vous voyez ces figures de l'histoire qui sont affichées sur toutes les pancartes. Oui, mais heureusement, on voit la figure, on voit Zirou, on voit Ben Mehdi, on voit Boudiaf. C'est formidable. Il faut que ces gens-là reconstruisent cette mémoire-là qui est la leur.
Les Algériens, moi j'ai toujours été sur ce terrain-là, les Algériens ont un droit à leur histoire, toute leur histoire, sans tabou, sans manipulation, sans instrumentation, sans manchance. Mais j'espère que ce qui se passe dans mon pays aujourd'hui ouvrira droit à la connaissance de cette histoire-là. Oui. Voilà, moi je l'espère et j'y travaille en tout cas. Alors, l'autre point qui me paraît peut-être pas le plus important, parce que tout est important dans ce que vous avez dit depuis ce matin. On a rendu hommage, et ça faudrait le rappeler, à Serge Moureau, qui a été l'avocat de la cause algérienne. Juste pour c'est pas l'anecdote, mais je le rappelle. Oui. Henri Curiel et Raoul, son frère, qui sont des Italiens, juifs italiens, nés en Égypte, enfants de la grande bourgeoisie Kérote, fils de banquiers, ils ont donné la propriété familiale au Caire, à Zamalek, à l'État algérien après l'indépendance, et c'est le siège de notre ambassade au Caire. Oui. Et ça, il est important de le rappeler. Alors, on a parlé de Serge Moureau, donc, qui nous a quittés à l'âge de 85 ans, qui est décédé le 27 avril dernier. Il a été avocat de la cause algérienne, parmi tant d'autres d'ailleurs. Il a été sénateur en Belgique et il n'a cessé de défendre l'Algérie durant la colonisation, et il n'a cessé d'être proche de l'Algérie même après. Alors, je finirai juste avec un point qui est essentiel, vous l'avez évoqué en coulisses. Il serait peut-être temps, vous savez que nous sommes en période où tout peut être dit, mais tout peut être mal interprété. Tout à fait, c'est vrai. Et il faudra du temps pour que l'on comprenne que certains mots ne sont pas là pour faire partie de ce qu'on appelle le pâté, mais plutôt de vérité que l'on doit dire. Vous avez dit quelque chose de très intéressant il y a quelques minutes, et en finir avec, si vous le permettez. Vous avez dit qu'il faut que maintenant la jeune génération sache que cette guerre n'a pas été menée qu'au nom de l'islam. Elle a été menée pour la nation. Pour la nation. Et par toutes les religions. Que ce soit les juifs, les chrétiens, les musulmans. Très très bonne observation, ça permet de rétablir les faits. Quand on a fait le procès à la proclamation du 1er novembre, de dire dans le cadre des principes. Mais attendez, notre histoire, les anthropologues, les historiens, tous ceux qui ont travaillé sur l'histoire de l'Algérie colonisée disent l'islam a été la valeur refuge de tous les musulmans. Ça a été le socle du lien entre celui qui vient maintenant du sud, du centre, de Kabylie, de l'Est algérien. C'était maintenant, c'est au nom de la nation. Et cette nation-là, moi je dis, bon, je rebondis sur votre observation, dans mes interventions publiques, dans mes écrits. Je condamne les crimes de la colonisation et je considère, et je l'ai dit, je veux le dire aujourd'hui ici directement, le décret Crémieux de 1870 qui a cassé la nation algérienne, la communauté algérienne, est un crime contre l'humanité parce que il faut le judaïsme, ça a été dit, y compris parmi les plus hautes autorités de l'État algérien, fait partie du patrimoine algérien, qu'on le veuille ou non. Il y a eu des militants juifs du FLN, je terminerai sur cela. Le commando Ali Khouja, qui était l'unité d'élite de l'ALN pendant la guerre, dans la Wilaya 4, il y a un militant, Hajr Naïsia, mort en combat, et pour les survivants, c'est le Shahid Naïsia. C'est ça notre histoire, elle est très riche, elle est très importante, et nous avons le droit de la connaître. Et nous devons absolument la diffuser dans sa réalité, sa vérité, non pas selon ce qui correspond aux uns aux autres et aux intérêts des uns et des autres. Merci Abdelmajid Mabdassi, c'était un plaisir. Nous prenons rendez-vous. Oui, pendant Ramadan, sûrement. Non, mais je vous donne une chose, mais vous gardez ça pour vous. Si jamais j'en entends parler, c'est vous qui avez capté. Donc le prochain ouvrage, ce sera sur le 1er novembre. Quand on va se rencontrer, on va parler du 1er novembre. Mais parfait. Je vais vous garder ça pour vous. Je le garde pour moi. Merci Abdelmajid Mabdassi, c'était un plaisir de vous recevoir. Dans quelques instants, elle s'appelle Yasmine Amrich, elle sera avec nous. Elle parle de société civile, avec qui on va parler de la fondation Nesl Khair. Bachir Amoukran, il n'est plus à présenter. C'est notre spécialiste des questions emploi, des questions de motivation. C'est celui qui vous conseille, même vous, quand vous rencontrez des problèmes dans votre couple. Mais ce sera juste après cette escapade musicale avec Souad Asla, qui va être très courte. On se retrouvera juste après avec nos deux invités. Allons-y.
Voilà, sur Adasla, sur Canal. Excellente matinée. Yasmine Amrich, bonjour. Bonjour, Khaled. Comment va la Fondation Nesl Khair? Ça va très très bien. Eh bien, bienvenue. Nous sommes à quoi? J-3 ou J-2, Bachir Mokran? 2. Ah, DE. Ah, moi je parlais de... Non, je parlais de Ramadan. Je ne savais pas si on était à J-3 ou J-2. J-3. J-3. Parce que c'est lundi normalement. Donc ils ont annoncé hier le lundi, oui. Dilchik, c'est dimanche. Je crois que c'est lundi. Je crois que c'est lundi. Ils ont annoncé hier que c'est lundi. Hein. C'est lundi quoi? Le Ramadan. Ah, c'est officiel? Apparemment. Ah, on nous a enfin enlevé le faux suspense. Les mecs qui voient comme ça la lune. Tu l'as vu comment ta lune? Allez, dis-moi maintenant, je peux le dire. Allez, 20 ans après. 20 ans après, tu l'as vu comment ta lune? Il y avait des rioms, des trucs, ok. Moi ça m'arrange, je partais en week-end juste après. Alors du coup, bien sûr, je remets pas en question la question religieuse, on soit bien d'accord, n'ayons pas de faux débats là-dessus, mais c'était quelquefois un peu étonnant, un peu ridicule aussi. Alors du coup, avec vous ce matin, d'un côté la Fondation, chez la Mokran, comme d'habitude, on se retrouve une fois toutes les 2 semaines. Avec vous, on va parler des valeurs féminines. Oui. Tiens, on va peut-être entamer avec cela parce qu'elle les incarne, ces fameuses valeurs. Yasmine Amrich, et elle va nous parler de la Fondation Nesl Khair dans quelques instants avec ce grand chapiteau qui était installé pendant de longues années du côté de Ketani. Alors cette fois-ci, c'est un nouveau challenge, c'est un nouveau lieu, mais on en parle juste après. Les valeurs féminines, c'est quoi, Bachir Mokran? Alors, d'abord, les valeurs, c'est quoi? C'est toute chose à laquelle on accorde de l'importance. Oui. Donc, ça veut dire qu'on valorise. Et dans la société, très tôt, lorsqu'on est jeune, lorsqu'un garçon, par exemple, est en train de pleurer, on lui dit « les hommes ne pleurent pas ». Par exemple, oui, même chose pour les femmes, donc on est conditionné de manière implicite et explicite par la société, par l'entourage, à adopter certaines valeurs. Donc, les valeurs féminines ne concernent pas les femmes uniquement, et ne sont pas censées concerner les femmes. Donc, d'abord, avant d'arriver aux valeurs féminines, on va parler des valeurs masculines, ce que c'est. Et cette opposition va nous aider à mieux définir ce que c'est que les valeurs féminines. Donc les valeurs masculines, c'est la domination, c'est le territoire, la protection du territoire, c'est la compétition, c'est la combativité. C'est une relation au monde qui se définit par gagnant-perdant. C'est-à-dire comment je peux moi-même gagner, comment je peux m'en sortir et comment faire en sorte que l'autre ne s'en sorte pas. Donc ça, c'est grosso modo les valeurs masculines. Les valeurs féminines, elles sont fondées sur la force psychologique, sur la persévérance, sur l'acceptation de l'ambiguïté, sur la flexibilité, sur la recherche de l'harmonie. Donc on n'est pas dans le même registre, on n'est pas dans la même philosophie de vie. Et ce qui s'est passé dans l'histoire, si on veut, c'est que même lorsque il y a eu le courant féministe, c'est pas moi qui le dis, c'est les spécialistes qui le disent, quand il y a eu le mouvement féministe, il avait adopté au début, pendant les années 60, 70, 80, il avait adopté des valeurs masculines. Donc il s'est emparé de valeurs qui étaient existantes parce que c'était le seul modèle existant. Et aujourd'hui dans le travail, on se rend compte, avec la propagation, avec l'économie tertiaire, c'est-à-dire les services, on se rend compte qu'on a besoin de revenir aux valeurs féminines afin de mieux travailler. Donc, la bonne nouvelle, c'est que les femmes ne sont pas obligées d'adopter des valeurs masculines, c'est-à-dire de ressembler quelque part à des hommes, pour trouver leur place dans le travail. Mais on fait de plus en plus de place à ces valeurs féminines. On fait de plus en plus de place au consensus. Le management ne se fait plus de la même manière. Lorsqu'on est un bon manager, il faut savoir varier entre justement ces valeurs masculines qui concrétisent la force et la combativité et la concurrence et la souveraineté. Oui. Et de l'autre côté, nous avons ces valeurs féminines-là qu'on retrouve par exemple dans le management japonais. Les Japonais, à chaque fois qu'on est dans le consensus, à chaque fois qu'on recherche le bien-être de l'autre, à chaque fois qu'on recherche une solution qui va arranger tout le monde, on est dans les valeurs féminines. Voilà donc globalement... Je n'ai pas trop compris. Qu'est-ce que tu n'as pas compris, Max? Les valeurs féminines. Alors, les valeurs féminines, je vais encore les réciter, comme ça on va... Allez-y. Alors, les valeurs masculines, c'est bon? Oui, oh, bah oui. Oui, donc on va faire une opposition. Lorsque d'un côté, les valeurs féminines, les valeurs masculines, les valeurs chez les hommes, les choses les plus importantes chez les hommes, c'est la puissance physique par exemple. Ce qui est important
dans les valeurs féminines, c'est la puissance psychologique, c'est la force psychologique. C'est ça. Lorsque, dans les valeurs masculines, on n'aime pas trop l'ambiguïté, c'est-à-dire que c'est ou bien c'est vrai ou faux, blanc ou noir, dans les valeurs masculines, dans les valeurs féminines, pardon, c'est plutôt, on supporte bien l'ambiguïté. On peut faire avec l'ambiguïté, on peut faire avec des choses qui ont l'air d'être opposées, on peut faire avec et on peut avancer et sans forcément trancher à tous les coups. Voilà, donc, est-ce que c'est plus clair, Mahrez? Un peu. En fin de compte, ce sont des valeurs qui ne sont ni masculines ni féminines, c'est des valeurs avec lesquelles on devrait fonctionner, qui montrent juste l'homme avec un grand H un peu moins rude, un peu moins sévère, un peu moins autoritaire, quoi. Oui, en fait, le discours entre les femmes et les hommes, oui, ça a toujours été un discours on a fait en sorte que ce soit un discours d'opposition entre les femmes et les hommes. Et l'émergence des valeurs féminines signifie que, y compris les femmes, oui, ainsi que les hommes, vont adopter un système de valeurs qui est différent, hein, que ce soit dans la gestion des conflits, que ce soit dans les revendications, un système de valeurs qui va permettre la prise en compte de l'autre. Ça, c'est l'un des fondements les plus importants des valeurs féminines, c'est-à-dire que c'est prendre en considération l'autre afin d'avoir des actions qui mènent vers une harmonie. Quand on travaille avec les valeurs féminines, on n'est pas là pour détruire l'autre, on n'est pas là pour réussir aux dépens de l'autre, mais on est là pour réussir avec l'autre, et ça, c'est un peu le fondement de ces valeurs-là. Super. C'est super? Oui, c'est très bien. On parle un peu de l'action? Oui, allez-y. Oui. Alors du coup, ça se passe du côté de Ain Benyen cette année. Qu'est-ce qui s'est passé du côté de Nas El Khair? Alors, bonjour. Et merci pour l'invitation. Donc, Nas El Khair, avec ses programmes tout au long de l'année, parmi ces programmes, donc, c'est le programme Ranahna, oui, donc, qui contient 4 projets. Donc, le Koufin, Koufet Ramadan, oui, puis on a le grand chapiteau, qu'on a l'habitude de faire au niveau de Kitani. Oui. Et ensuite, on a aussi l'Ila Mabrouka, c'est la circoncision des enfants. Oui. Et le dernier projet, c'est Kswit l'Aïd, pour l'Aïd. Donc voilà, donc cette année, on a choisi de changer d'endroit. Donc on va faire un challenge à l'échelle nationale. Et on a choisi de chaque année, on va changer de commune. Oui. On ne va pas juste rester au niveau de Kitani. On va partir sur Ain Benyen, sur Babzoua, sur le Caroubier, sur Badjarrah. Voilà, donc c'est... Et par contre, le challenge au niveau à l'échelle nationale, donc on a fait que chaque famille, elle accueillera un SDF bon, bien sûr, pour les gens qui peuvent se permettre, c'est-à-dire pour les gens qui peuvent se permettre, voilà. Donc c'est un challenge à l'échelle nationale. Donc après, parlant du Koufin de Ramadan, donc peut-être que cette année, c'est-à-dire on est en plein préparatif, bon, vu tout ce qui se passe, tout ça, donc on est un petit peu, pas en retard, mais dans les normes. Donc on a le chapiteau de cette année, il est à Ain Benyen. Alors le chapiteau de cette année, il est à Ain Benyen, au niveau, juste à l'entrée de Ain Benyen. Oui. Donc, comme celui de Kitani, donc le grand chapiteau, oui, voilà. Combien de capacité? Alors, capacité de 600 mètres. D'accord, c'est quand même pas mal. Oui. Mais combien de personnes vous pourrez accueillir? Jusqu'à 500 personnes. 500 personnes? Oui, jusqu'à 500 personnes, oui. Alors du coup, les besoins, on a vu une petite affichette là sur l'écran qui montrait un peu les besoins de cette année. Oui, voilà. Donc ça c'est le flyer, ça c'est ce que les gens peuvent... Ça c'est pour le panier, hein. C'est pour l'une des opérations de l'année. Ça c'est la première, l'opération, c'est Koufet Ramadan, c'est le Koufin, voilà. Donc commençons par ça. Ensuite on a le grand chapiteau qui est en plein préparatif là tout de suite. D'ailleurs on m'a appelé là, allô oui, il y a un fourgon, vous êtes où? J'ai dit écoutez j'ai une émission, je sais pas, c'est la marchandise de Ammar Ben Ammar que je remercie. Aussi, on a le chapiteau. On est en plein préparatif aussi avec Asa La Vista. Toujours, c'est nos partenaires qui sont toujours là avec nous pendant tous nos événements. Oui, voilà. Donc, au niveau du chapiteau, donc on est en plein préparatif aussi. On a notre traiteur et c'est toujours Monsieur Lassé qui est membre aussi avec nous à la fondation. Donc, aussi, on a
la circoncision des enfants et on a Ksoutet. Par contre, le chapiteau, c'est-à-dire c'est l'opération la plus colossale. Oui, voilà, bah oui, et la plus importante parce que combien de bénévoles travailleront tous les jours? Cinquantaine, une centaine. Ouais. Vous avez déjà les bénévoles ou est-ce que ça va fonctionner comme à Ketani? Au Ketani, au bout d'un moment, tous les jours, il y avait des gens nouveaux qui arrivaient. Tu sais, Mahrez, en fait, les bénévoles, c'est vraiment, on ne peut pas les calculer parce que c'est tous les jours. Il y a des gens qui viennent manger, ils deviennent des bénévoles, ils sont là à débarrasser, à dresser les tables. Et, je vous assure, vraiment, c'est un truc, c'est incroyable. Donc, mais, c'est-à-dire, nous, on fait toujours appel aux bénévoles, c'est-à-dire sur notre page Facebook et sur nos numéros de téléphone. On reçoit toujours des appels à travers, de la part des bénévoles. Vous êtes où? On veut venir, on veut participer, les étudiants. Donc, c'est déjà... Alors, sur les 30 prochaines nuits de Ramadan, enfin les 30 prochains iftars de Ramadan, vous allez manger combien de fois chez vous? Je sais pas, peut-être 2 jours. Peut-être 2 jours, ouais. Juste pour, le premier et le dernier. Par respect à ma mère, 2 jours. Le premier et le dernier. 2 jours. Mais chez la Mokhran, vous allez manger combien de fois à l'extérieur, surtout Ramadan? Je pense que c'est la moitié à l'extérieur. Oui. Ah oui, vous allez où? Tant que ça. Vous êtes un aventurier, tiens. Oui. Sérieux, vous allez où? En fait, je pourrais être chez moi, en fait, hein, parce que je n'habite pas tout à fait avec tout le monde, quoi. Non, ça j'avais compris. Oui, non, je veux dire, je parlais de chez vous, pas forcément la grande famille. On sait très bien que plus après chacun a pris. Non, je veux dire tout seul. Je peux être tout seul pendant quelques temps, moi pendant. Vous avez besoin de vous sentir seul, c'est ça? Oui. De vous retrouver, de réfléchir. Exact. Les gens vous polluent, chez la Mokhran? Non, pas du tout. J'aime les gens. Ouais. À un moment, j'allais dire, les gens m'ennuient. Non, mais c'est une question assez importante. C'était l'exemple que je voulais vous présenter ce matin parce qu'ils sont nombreux. Il y a Kenza Char qu'on connaît bien, mais il y a aussi Yasmine Amrich, et il y a énormément, des centaines de bénévoles à travers tout le pays, des centaines de jeunes femmes et de jeunes hommes, pas des milliers d'ailleurs, qui donnent leur temps et qui offrent de leur temps, de leur énergie aux personnes qui sont dans le besoin. Alors, 4 opérations. Koufat Ramadan, vous avez commencé à distribuer? Demain, Inch'Allah. Demain, vous commencerez à distribuer. Combien de koufars vont être distribués cette année? Donc, la distribution, elle sera faite à l'échelle nationale. À l'échelle nationale? Oui, à l'échelle nationale. Béchar, Tindouf, Regla, toutes les antennes de Annaba, oui, Beskra, oui. Alors, parce qu'en fait, nous présentons à travers les 48 wilayas. C'est cela. Voilà. Alors, le chapiteau débutera quand? Alors, le chapiteau débutera le premier jour de Ramadan. On ne sait pas. Maintenant, on dit le lundi. Pour Al-GCN Benien, pour d'autres wilayas, il y a un chapiteau dans chaque. Par contre, juste un truc. Donc, nous, c'est-à-dire à travers. Donc, juste nous, après le Ftar, Ramadan. Donc, il faut savoir qu'on a quelques programmes. C'est-à-dire, on a des soirées ramadanesques pour les enfants, pour les familles. On a des séances de révision pour les bacheliers, la gestion du stress pour les bacheliers aussi. Donc, comme l'année passée au niveau de Kitani, c'est-à-dire c'était 1er juin et des Tofoula. Donc, on avait programmé aussi un événement. Donc, voilà. Donc, ça va, c'est-à-dire on aura aussi un camion pour don du sang aussi, qui sera aussi au niveau du chapiteau aussi, comme chaque année aussi. Voilà. Et puis, aussi, donc, et aussi, je voudrais aussi remercier aussi Alliance Assurance. Qui vous accompagne cette année. Qui nous accompagne dans chaque nos événements pendant les 9 éditions, parce que c'est notre 9e édition, voilà. Ensuite, on a aussi la circoncision des enfants, c'est l'île Ambroka, avec une soirée, les tenues des enfants et tout ça. Donc, je pense qu'il y a sur les photos qu'on a aussi. Alors, ça va se passer où, l'île Ambroka, cette année? Alors, cette année, c'est pas encore programmé. Donc, ça va être, Inch'Allah, dans le programme, Inch'Allah. Eh bien, très bien. Merci Yasmine Amrich. Merci d'avoir été là aujourd'hui. En tout cas, vous avez représenté la fondation. Vous saluerez Kenza et Kika. Inch'Allah, ok, d'accord. Kika, vous connaissez Kika? Non. Kika, Boucha, il n'y a que des noms comme ça. Oui, c'est des amis à nous, on est tous ensemble. Ben, merci encore, merci d'avoir été là, c'était un plaisir. Merci à toi. Bachir. Merci Mahrez. C'était court. Oui. C'était bien en tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié. Donc si je comprends bien, ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est adopter des valeurs féminines. Laisser place aux valeurs féminines, y compris chez les femmes. Voilà, ça serait bien. Y compris chez les femmes. Voilà. Petit rappel alors. Merci à vous tous, c'était un plaisir. On se retrouve dès demain. D'ici là, ciao camarades.